Bonjour à tous. Bienvenue à Enjeux et Immobilier, édition spéciale COVID-19. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG de MREX et professeur au Collège MREX en ingénierie financière et multilogement. Aujourd'hui, le sujet, c'est investisseurs immobiliers et propriétaires locatifs. Quelles sont les réalités de ces types de personnes-là face justement au COVID-19? Quels sont les enjeux? C'est quoi les solutions? C'est quoi les perceptions également? L'objectif, bien sûr, d'aider toutes les personnes qui écoutent présentement, qui sont à la fois investisseurs et propriétaires d'immeubles locatifs, de pouvoir, bien sûr, naviguer les eaux troubles qui sont arrivées avec la crise causée par la pandémie et, bien sûr, la récession dans laquelle on est entré, justement. Alors aujourd'hui, j'ai trois invités avec moi. Olivier Chabot de Québec, Jean-Philippe Jalbert de la Rive-Sud de Montréal et Sylvie Gagnon de Montréal. Alors, je vais vous laisser chacun prendre un petit 30 secondes rapidement pour vous présenter et expliquer un peu, c'est quoi votre profil d'investisseur et votre parc immobilier. Alors, Olivier, tu peux commencer. Yes, donc salut Nick, merci de l'invitation aujourd'hui. Moi, c'est Olivier Chabot, je suis associé chez Momentum Mobilier. Momentum Mobilier, c'est une compagnie qu'on a startée avec 4 actionnaires il y a environ un an. On a acquéri 100 logements dans la région de Québec depuis, puis on a une croissance assez rapide. C'est ça, je vais vous en dire plus au fil de la discussion. Super. Puis vous, dans le fond, toi, ton profil, c'est beaucoup plus d'acheter des immeubles usagés, de faire des rénovations assez extrêmes, assez importantes. Exact. Exact. Présentement, on est en train justement là, de finaliser un 12 logements qu'on a strippé au complet dans Limoilou. Ça fonctionne super bien, là, justement, là, avec tout ce qui s'est passé sur la construction. On a eu des petits pépins en cours de route, mais finalement, on va bien s'en sortir. Là. Super. Sylvie? Bonjour, je m'appelle Sylvie Gagnon. J'ai un profil d'investisseur optimisateur. J'avais des petits logements avant des duplex et triplex. J'ai toujours été attirée beaucoup par le béton. J'avais décidé de grossir la taille des immeubles que j'achetais, ce qu'on a fait. Fait qu'on a eu notre lot de défis dernièrement avec le COVID pour terminer nos projets, le financement et tout ce qui va avec. En gros, c'est ça. Super. Et Jean-Philippe? Yes, Jean-Philippe Jalbert, investisseur immobilier. Moi, je suis principalement dans le neuf, donc on est dans les 6, 8, 9. On a commencé, ça fait à peu près un an. Donc, on a une belle croissance aussi de notre côté. Donc, on est principalement dans le neuf. Donc, c'est sûr qu'on a eu un impact avec la construction. Actuellement, on a des logements qu'on livrait pour le 1er juin. Donc, c'est pas mal ça. Super. Alors, je vais commencer par la première question, puis ça va partir de la discussion présentement. Comment est-ce que vous percevez en tant qu'investisseur immobilier? Puis, on va séparer la discussion en deux. Dans le fond, la première moitié, on parlera davantage, on va essayer de rester dans l'angle d'investisseurs immobiliers, c'est-à-dire des gens qui sont activement à la recherche d'investissement, qui sont à la recherche d'acquisition et bien sûr d'optimisation. Et on pourra finir par la suite la discussion sous l'angle de propriétaires locatifs, parce que vous êtes tous à la fois investisseurs actifs et également, bien sûr, vous détenez vos immeubles, donc vous êtes propriétaire d'immeubles locatifs. On pourrait parler davantage ensuite, chemin de la relation locataire-locataire si on veut, plus les actions quotidiennes reliées avec ce qu'on vit présentement. Alors, c'est quoi votre perception présentement en tant qu'investisseur immobilier actif quant à ce qui se passe dans le marché et ce qui risque ou peut-être va se passer dans le futur à court terme? De notre côté, à Québec, c'est sûr que ça peut changer. Là. On a changé plusieurs fois de vision du marché dans les dernières semaines. Mais pour là, moi, je dirais qu'on est assez confiant que le marché immobilier, ça va quand même bien aller. À date, justement, là, les loyers se sont bien encaissés pour le mois d'avril. Avec les aides gouvernementales, je pense pas qu'on va avoir trop de problèmes niveau mauvaise créance, du moins à court terme. On va voir si après ça, il y a trop une grosse récession qui s'en vient. Mais avec justement le taux d'occupation qui était historiquement bas, les taux d'intérêt qui sont vraiment bas, moi, je ne m'attends pas personnellement à avoir une baisse de la valeur des immeubles à court, moyen terme. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt encore pour les investisseurs d'en acquérir. Nous autres, les premiers, on commence à rentrer pas mal en mode acquisition. Je pense qu'avec l'incertitude au niveau des marchés boursiers, justement, ça va avoir un impact aussi là-dessus. Je pense que le monde va probablement se diriger un petit peu plus vers ce type d'actifs-là.
Pour moi aussi, je suis plus certaine que jamais que le béton, ça ne perd pas tant de valeur que ça. Si on n'a pas un gun sur la tente puis qu'on n'est pas forcé de vendre à une date précise, je trouve que c'est tellement un beau véhicule et j'ai toujours cru beaucoup plus à ça. Je trouve qu'il y a moins de volatilité au niveau immobilier. Par contre, ce que ça change pour moi en tant qu'optimisateur, ça a peut-être mis en lumière un peu le style d'investissement que je faisais. Oui, moi aussi, je suis en transformation pas mal extrême. Fait que là, la question qu'on a dû se poser, c'est est-ce qu'on s'adresse encore à la bonne clientèle? Est-ce qu'il faut dépenser autant en ces temps ici? Donc, même si je suis persuadée que c'est toujours un aussi bon investissement, peut-être que je ne suis pas obligée de le faire à la même vitesse. D'engranger les dépenses à la même vitesse, justement, pour se garder un coussin, un buffer pour la situation qu'on a à vivre. Puis, il ne faut pas se le cacher, c'est une situation de crise quand même, puis il y aura des impacts aussi. Fait qu'en gros, pour moi, c'est la variation que ça a fait. Ouais. Nous, de notre côté, à date, on va toucher du bois ou de la brique, là, mais ça n'a pas eu d'impact sur les loyers, nous non plus. C'est sûr que ça amène une sorte de réflexion, puis de changement aussi, puis de remise en situation. Tu sais, je crois que en voyant tout ça, des fois aussi, on parle souvent de la croissance et moi aussi, là, je suis en train de regarder à gérer la croissance de façon à gérer le cash flow aussi dans le cas où il s'y arrive des imprévus parce qu'actuellement, tu sais, c'est bien beau les loyers, mais mettons, tu sais, mon refinancement, il va arriver plus tard. Ça fait que mon budget dure plus longtemps. Ça, tu sais, il y a des délais où il y a un montant qui est associé à ça. Il y a des coûts, il y a des pertes, tu sais. Fait que de rouler des gros projets, éventuellement on allait pour bâtir peut-être du 12, du 24, des plus gros projets, mais on se met en perspective par rapport à ça, qu'on se dit, attends, là, c'est sûr que ça va être aussi bon. Il y avait une crise du logement avant, je ne pense pas que c'est le COVID qui va régler la crise. En fait, ça va rester. Puis je pense que la classe d'actifs ou tout ce qui est commercial, tour à bureau, même résidentiel dans certains secteurs, il va y avoir un impact au niveau des avis peut-être. Ces gens-là vont quand même avoir besoin de se retrouver un toit, là, donc ils vont aller dans le logement. Je pense que la classe d'actifs multilogement, comme tu en parlais là, dans le grand forum immobilier, je pense qu'il va peut-être avoir des petites corrections au niveau des loyers à voir. Moi, je pense que ça va vraiment dépendre de chaque secteur, là, mais la crise, elle ne sera pas terminée à cause du COVID, là, malheureusement. Je veux dire, il faut des loyers sur le marché, il faut. Je pense que la construction neuve, ça va continuer. Encore là, dépendamment même qu'à la limite, le COVID, on pourrait dire, va exacerber le problème de la crise parce que justement, vu que ça a ralenti la construction, c'est sûr que ça a aussi ralenti les ardeurs, probablement de beaucoup de gens qui pensaient se construire des immeubles. Tu sais, moi, le premier, j'avais un projet de 42 logements. On l'a reporté un peu. Fait que, c'est sûr que si on ajoute à ça en plus un resserrement au niveau du crédit hypothécaire, comme qu'on voit, là, présentement, on le voit beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Au Canada, le gouvernement essaie de faire en sorte que le crédit ne se resserre pas trop, mais il s'est quand même resserré à cause que les banques veulent protéger leur liquidité. Bien, si les gens ont de la misère davantage à faire l'acquisition d'une propriété, d'une première propriété, on s'entend que ça a une pression également sur la demande et l'offre au niveau des logements. Donc, il y a quand même possibilité d'une espèce de perfect storm qui fera en sorte que même s'il y a une perte de revenus éventuelle des gens à cause des faillites des entreprises et toutes ces choses-là, l'augmentation du chômage à court moyen terme, ça se peut aussi que de l'autre bord, à cause de l'offre et la demande au niveau locatif, ça se peut que ça ne soit pas affecté finalement. Mm-hmm. C'est ça. Ah, vas-y, Sylvie. J'étais pour dire, c'est peut-être pas tant l'offre qui va être acceptée, mais la réalité à laquelle il faut faire face comme investisseur maintenant, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le plan d'origine qu'on avait fait. Nous, on avait travaillé en partie avec des prêteurs privés. Donc, comme il y a un resserrement hypothécaire actuellement dans les institutions, les caisses, les banques, ça nous a forcé de clairer le prêteur privé avant parce qu'on arrivait en renouvellement, puis la période est tellement incertaine maintenant qu'il n'y a pas d'offre. En fait, la chose probablement la plus importante que je trouve, c'est ainsi, il faut être plus proche dans nos relations là, du banquier qu'on ne l'a jamais été de toute notre vie.
du banquier, des prêteurs alternatifs, de nos familles, des gens qui nous aident. Je pense que c'est vraiment ça, parce que c'est pas les projets qui sont moins beaux. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes. C'est vraiment une difficulté, je pense, temporelle là, de liquidité, puis de crainte aussi, je dirais, un peu sur le marché, là. Je pense que c'est surtout ça, en fait, c'est qu'on navigue dans des eaux qui sont troubles un peu. On ne sait pas trop. Il y a plusieurs risques qui peuvent nous affecter. Fait que, je pense que justement, une couple de mois, on était dans un marché où c'était le temps de courir. Là, c'est le temps de marcher puis d'être plus prudent un peu puis de faire attention à sur quoi qu'on peut mettre le pied. Justement, de notre côté aussi, justement, on avait des projets qu'on avait prévus commencer en juin, là, 2 6plex qu'on faisait au complet aussi. Mais finalement, on a décidé de les étaler sur une période de 7 à 8 mois pour se donner le temps puis de pas tout dépiler notre argent d'un coup puis d'essayer de voir parce que si jamais il y a des refinancements qu'on peut pas avoir parce que il y aurait une crise de la liquidité justement au niveau des banques, justement on veut pas être exposé trop à ce genre de risque-là. Là. Fait que c'est juste de faire attention, mais nous autres on continue à avancer quand même malgré ça justement. Je pense que c'est important aussi. Les points que vous faites sont vraiment bonnes. Les gens ont tendance, puis on sait l'industrie de la vente de cours, l'industrie de l'immobilier en général veut pousser les gens à sprinter. Parce que c'est ça qui motive les gens. C'est souvent ça aussi qui fait que les gens décident un peu de sauter dans le bain de l'immobilier. C'est cette vision de pouvoir s'enrichir, la liberté financière. Puis on sait, les êtres humains, on est impatients. Donc, naturellement, beaucoup du marketing, beaucoup de l'industrie de l'immobilier est axée autour de l'enrichissement rapide. Mais l'immobilier multilogement, ça demeure un marathon. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un véhicule d'investissement long terme. Ce n'est pas quelque chose que tu te mets riche du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se bâtir, qui doit se gérer, qui doit s'opérer également. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement passif, à moins que tu aies un investisseur passif, ce qui est un autre cas. Puis, moi, j'ai tendance à essayer j'aime ça utiliser des métaphores, des allégories. Puis, en ce moment, la manière dont je le vois, c'est que l'investissement multilogement, c'est encore un marathon. Si tu le cours comme étant un marathon, tu vas être correct. C'est sûr que quand tu sprintes, tu vas être moins correct. Le problème ou la différence présentement versus il y a 6 mois, 3 mois ou il y a 3 ans, c'est que le marathon d'avant, il était assez facile. C'était un marathon plat. Puis, il y avait des tables avec des bénévoles à chaque 100 mètres avec du Gatorade, avec des gélules d'énergie, avec un paquet de choses comme ça. Alors que là, on est dans un marathon de nuit, dans le désert montagneux. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de bénévoles, puis il n'y a rien. Puis il faut que tu cours le marathon au complet. Il n'y a pas d'eau à nulle part. Fait qu'il faut que tu traînes ton eau avec toi, tes gélules avec toi. Ça te prend une lampe sur la tête. Puis idéalement, il faut que tu aies une équipe qui te suive au cas où, exemple, tu te blesses parce que tu es tout seul. Fait que moi, je le vois un peu comme ça. C'est encore la même course, mais c'est juste que les conditions de la course ont changé, sont différentes. Mais moi, je pense que c'est une diversification aussi du risque et du revenu. J'avais un prof au cégep à l'époque qui disait moi, je veux toujours avoir 5 à 6, 7 sources de revenus pour diversifier. Puis je pense que l'immobilier, c'est un panier, mais il y a différents paniers dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, à la base, c'est pas une business de gros cash flow. Quand même que oui, il y en a qui en font, mais aujourd'hui, ceux qui font du gros cash flow, je les entends pas beaucoup. Là. Les gens d'Airbnb, non, mais c'est plate, mais c'est ça, tu sais. Ceux qui avaient juste du Airbnb actuellement. Ils sont en train de manger une volée en ce moment. Hey, les locaux commerciaux, le Airbnb, là, c'est un vrai carnage. C'est normal aussi parce que ça ramène à pourquoi, je suis le premier à constamment le dire, le cash flow, c'est correct. Là. Sauf que le cash flow vient avec quelque chose. Puis généralement, le pourquoi un actif donne plus de cash flow relatif à un autre, c'est parce qu'il y a plus de risques qu'il n'y ait plus de revenus éventuels. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je pense qu'il va y avoir un mea culpa de tout le monde puis se dire, je veux avoir du multilogement, je veux peut-être avoir une coupe de locaux commerciaux, je veux avoir, peut-être un bloc qui va être un triplex en Airbnb que je vais laisser cette business-là, mais c'est d'avoir différentes sources de revenus différents parce que si on regarde la classe immobilier en général, tu n'achètes pas un immeuble et dire, hey, dans 5 ans, il va être payé puis je vais être multimillionnaire. C'est de refinancer, c'est une business à long terme, c'est justement de travailler parce qu'à la base, même dans le neuf, là, oui, tu as un gros refinancement, tu reprends à peu près tes billes, mais après ça,
ton cash flow, il est bon, mais il n'est pas. Tu sais, c'est pas une business où tu vas générer. Ça en prend en Christie des portes là, pour générer un salaire par année. Tu sais. On navigue, on est capable d'avoir d'autres opportunités. Ça, tu sais, que ce soit le prêt privé, que ce soit le Airbnb, le commercial, l'hôtellerie, tout ça, je pense que c'est bon de diversifier Puis actuellement, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel entrepreneur, les gens vont prendre un step back et dire hey, attends, là, s'il arrive de quoi, je perds tout. Par exemple, la restauration, j'en parlais avec notre ami en commun, Jeff Tremblay. La restauration, actuellement, ceux qui ne sont pas propriétaires des immeubles, là, ça va être l'enfer. C'était déjà l'enfer. Actuellement, c'est. Puis ceux qui sont capables de se réinventer, il y en a qui ont commencé à faire du take-out, qui ont fait des menus pour emporter. Il y en a d'autres qui regardent la parade, puis la parade est déjà passée. Ouais. Je pense que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, ceux qui vont se développer, puis qui vont se renouveler, puis qui vont être créatifs, vont réussir. Puis ça vient avec ceux qui vont avoir une bonne gestion du risque et des cash flows. Quand tu es capable de bien gérer tes finances, ben, si tu n'es pas capable de faire 3 mois, que ce soit au personnel ou dans une business, il y a un gros problème de société là, à travers ça. Puis là, ça fait juste popper, mais ça fait plusieurs années qu'on dit que le Québécois moyen est endetté à 170 %. Mais là, c'est juste des conséquences de quelque chose qui se passait déjà. Là. Je veux dire, c'est pas nouveau. Là. C'est comme les CHSLD, là, il manquait de services. Il y en a toujours manqué. C'est juste là, ça met à la lumière le problème qui était déjà là depuis plusieurs années. Je pense qu'il va y avoir des gros changements, que ce soit dans la mentalité des investisseurs, des entrepreneurs, puis aussi dans la diversification du risque, puis aussi au niveau des comportements. Ouais. La personne qui rentrait à Montréal faire 2 heures de trafic à chaque jour pour aller s'asseoir devant un ordinateur, est-ce qu'il va y avoir un gros changement au niveau de l'organisation du travail? Moi, je pense que ça va être majeur. Là. Ça va être majeur. Un peu comme tantôt Olivier disait, comme investisseur, c'est le temps de peut-être arrêter de courir puis marcher un peu, prendre son souffle puis regarder la parade. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose au niveau de leur vie. Puis on le voit, puis peut-être que c'est juste passager, on le voit sur Facebook et tout ça, c'est pas scientifique non plus, là. Très anecdotal et non pas empirique, mais quand même, on voit beaucoup de gens qui commencent à se reposer la question hey, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci? Même moi-même, j'en ai parlé cette semaine avec JF, avec ma blonde, avec l'équipe chez MREX. On se rend compte à quel point la technologie maintenant, comme par exemple qu'on utilise présentement, on fait un post-production, on réédite la présentation par la suite pour l'habiller. Est-ce que j'ai réellement besoin d'aller aux États-Unis 30 fois dans mon année? Ben, peut-être que j'ai plus besoin d'aller aux États-Unis 30 fois dans mon année. Je peux peut-être couper ça à 10 fois. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de dire est-ce que je suis obligé justement d'aller travailler 5 jours semaine ou est-ce que je pourrais travailler 2 jours par semaine de la maison? Effectivement, ben, les habitudes changent à ce niveau-là. Je pense justement, comme tu dis, là, je pense qu'un des bons côtés de cette crise-là, ça va être justement que ça met en lumière beaucoup de choses, que ce soit justement au niveau de nos comportements de la société ou aussi d'endettement, quoi que ce soit. Je pense que c'est ça qui va ressortir le plus de cette crise-là, c'est que on va tous avoir beaucoup appris de ça, que ce soit au niveau de nos investissements, mais comme tu dis, au niveau de nos déplacements ou au niveau en tout cas, de divers facteurs. Je trouve que justement, c'est un moment pour réfléchir à tout ça, puis à s'enligner sur la reprise après, comment que ça va se dérouler, puis c'est nous, où est-ce qu'on va se situer. Ouais. Moi, je pense justement, tu parlais de marathon. Je pense que si ça va mettre en lumière, c'est qui est là pour la long run, c'est qui était juste là pour essayer de faire du gain rapide. C'est important de faire du gain rapide. Il y en a du gain rapide dans l'immobilier si on sait comment aller le chercher, mais ça reste une game qui est là pour plusieurs années. Là, si tu veux faire de l'immobilier pour 1 an, oublie ça. Puis ça revient tantôt, un de vous parlait de cash flow, de la gestion de cash flow, je pense que c'est Jean-Philippe. Ouais. Dernièrement, d'ailleurs, il y a une couple d'articles là-dessus, le cash flow. Puis, il y en a qui vont vouloir se battre pour leurs croyances et tout ça, mais c'est important de comprendre le cash on cash, donc le rendement sur liquidité. J'ai d'ailleurs posté une vidéo là-dessus justement hier, et le cash flow. Puis c'est 2 choses différentes. Le cash on cash, le rendement sur liquidité, c'est un pourcentage. En immobilier multilogement, généralement, c'est du 2 à 6 %. C'est pas quelque chose qui va générer du 10, 12, 15 %. Puis il y en a que oui, mais tu vas aller dans des endroits, on va dire, téméraires. Tu vas aller acheter des blocs dans des endroits assez téméraires où tu vas avoir un immeuble qui est vraiment témérable. C'est pour ça que plus que ton cash on cash est élevé, plus que tu prends du risque. Comme pourquoi le Airbnb génère plus de cash flow que le cash on cash que les immeubles à revenus. Parce que tu as le risque aussi, comme on le voit présentement. Il y a beaucoup plus de risques en ce moment par rapport au taux de vacances, mauvaise créance d'un Airbnb qu'un appartement qui est loué sur 1 an.
Et de l'autre côté, bien, il y a le cash flow. Le cash flow, c'est quelque chose, c'est un chiffre absolu. C'est combien que tu as d'argent dans ton compte. Puis, la gestion des cash flows est hyper importante. Tu peux acheter des immeubles avec un cash on cash très petit parce que tu te concentres sur la croissance des valeurs, la croissance de ton équité, la prise de valeur, la capitalisation, l'utilisation du levier pour maximiser ton taux de rendement interne. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas de cash flow et que tu as une mauvaise gestion de ton cash flow. Je donne l'exemple. Puis, tu sais, je me suis obstiné avec quelques personnes sur le web dernièrement qui ne comprennent pas la nuance et la différence entre ces deux choses-là. Pourtant, c'est des concepts de base en immobilier, mais moi, tous mes immeubles ont un cash on cash, un rendement sur liquidité pitoyable. Pitoyable. 0 et moins. Parce que c'est ça que je veux. Parce que je n'ai pas besoin de cash on cash. Je ne suis pas ce type d'investisseur-là. Je veux de la création de valeur. Puis je veux augmenter mon dénominateur de mon cash on cash, c'est-à-dire l'équité, pour éventuellement convertir mes placements en type de placement de cash on cash parce que le dénominateur va être assez grand pour que ça soit significatif en termes de cash flow absolu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que mon cash flow est mal géré. Au contraire, on a du cash flow en masse, on a de la liquidité qui inclut non pas seulement le cash flow, mais également tous les autres types de liquidités qu'on a accès, des marges de crédit, des cartes de crédit, de l'épargne, des marges de sûreté, du cash flow antérieur qu'on a gardé en réserve au cas où. Bien, ces liquidités-là font en sorte que même si mes immeubles ne sont pas rentables d'un point de vue pourcentage relatif, donc de cash on cash, de rendement sur liquidité en pourcentage, bien, j'ai tout de même une capacité d'un point de vue de cash flow de supporter environ 11 mois de 100 % de taux de vacances. Pourquoi? Parce qu'on a bien géré notre portefeuille à ce niveau-là. Je pense que ces nuances-là, la compréhension de ces nuances-là, 99 % des gens ne les comprennent pas. Même les gens qui écrivent des articles, même les gens qui font des vidéos sur le web ne les comprennent pas. Il faut les comprendre aujourd'hui parce que ça revient à courir ton marathon, tu as besoin d'avoir finalement tes 3-4 bouteilles d'eau là, sur ta ceinture spéciale. Tu as besoin d'avoir tes gélules, tes sachets de gélules d'électrolytes dans ta poche arrière parce que là, il n'y en a plus de table de ravitaillement aux 100 mètres et aux 200 mètres. C'est là que ça change la game. Oui, vas-y, JP. Ben, je vais te reprendre ce que tu disais avant que Nicolas embarque sur le cachot, puis c'est tellement vrai. Là. Mais tu disais qu'on va voir ceux qui sont là pour le long terme, ceux qui sont là pour le court terme. Puis moi, je pense que j'allais le dire avant que tu en parles, mais moi, je pense qu'il va y avoir un clivage. T'sais. Ceux qui étaient forts avant la crise vont être encore plus forts, puis ceux qui étaient faibles vont être encore plus faibles. T'sais. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient déjà créatifs, c'est ces gens-là qui vont réussir le plus. On voit plein de beaux succès. Là, il y a plein de belles histoires, des gens qui se renouvellent. J'entendais juste ce matin un humoriste qui a fait un webinaire. C'est comme il fait un show à chaque semaine, un peu comme il invite des gens qui font ça sur Zoom. C'est quelque chose qui est quand même très nice. Là, je veux dire, c'est soit que tu es chez vous et tu fais des lives ou que le gars il dit hey, je fais de quoi avec ma gang puis il fait ça à chaque fois, je ne me rappelle plus c'est qui, mais peu importe. Je trouvais ça, il y a des gens, ceux qui étaient déjà créatifs, qui avaient déjà des idées, c'est eux qui vont juste être encore plus performants puis qui vont réussir. Souvent, c'est eux qui, justement, ils ont une gestion de crise qui est là aussi, ou une gestion des soit liquidité, cash flow ou du risque aussi, tu sais. Fait que je pense les entrepreneurs qui avaient déjà le sang d'entrepreneur vont se développer de façon hallucinante, ou vont investir, ou vont créer des nouvelles choses, tu sais. On parle beaucoup de technologie, mais il va y avoir plein d'autres choses. Tu sais, actuellement, on voit qu'est-ce qui réagit bien et qu'est-ce qui réagit mal aussi, là. Tu sais, que ce soit des différentes classes d'actifs dans l'immobilier, que les différents métiers ou différentes business, où finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas si utile que ça. Il y a des compagnies qui vont tomber, il y a des secteurs au complet qui vont tomber. Puis, en fond, c'est le moment pour séparer les adultes des enfants, puis les loups des moutons, puis des guerriers, des paysans. Là. C'est pas compliqué. Là. Ah, clairement. Je pense que c'est une chose que ça met en lumière aussi, justement, cette crise-là, là, avec la Fed qui a imprimé de l'argent comme pas de bon sens, la BDC, même chose. Je pense justement que ça... Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a rappelé à quel point l'argent, ça n'existe pas vraiment, puis que c'est une dette de base. Puis que dans le temps que l'économie roule à la planche, c'est le temps d'aller chercher justement des marges de crédit, des crédits que tu peux aller chercher, qui est disponible. C'est le temps d'aller chercher, même si tu n'en as pas besoin,
tu le laisses là, puis dans des moments comme aujourd'hui, que tu te rends compte à quel point c'était important de le faire quand c'était le temps. Puis que là, il y a une crise de liquidité. Tes réserves, puis pas les utiliser pour aller t'acheter des bateaux ou des trucs de même. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je pense que justement, en général, la mentalité du monde, tu sais, c'est comme, il y a un mois, il y a un locataire qui ne paiera pas, c'est où je vais prendre ça? Donc, que je travaille tant d'heures pour aller chercher cet argent-là. Et je pense que c'est là aussi que tu distingues ceux qui comprennent réellement la game de juste bouger des chiffres. Là. Tu sais, à un moment donné, ça revient à ça. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence pour les plus gros investisseurs. C'est un bon point que tu apportes, là, Ali. Excuse-moi, Nick. Vas-y. Les banques, dans le fond, là, il y avait toujours mon grand-père qui me donnait une analogie. La banque, elle va te fournir un parapluit quand il fait soleil, puis quand il mouille, mais ils vont l'avoir besoin pour eux autres. L'analogie est parfaite, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dis, aller de s'équiper au niveau de, dans le fond, la gestion de risque des marges, d'avoir des coussins, d'avoir de l'argent disponible pour soit investir quand c'est le temps ou de gérer les problèmes, un recouvrement de loyer, ces choses-là. C'est pas normal qu'après un mois, il y a déjà tout le monde en train de flaguer. Je vais faire mes reports de paiement, puis c'est ça. C'est hallucinant, je veux dire. Puis en fait, ça montre à quel point la société puis l'économie est fragile. Hein. C'est hallucinant pour vrai. C'est fragile. C'est malade, man. C'est complètement hallucinant. Là. Il va y avoir des secteurs où il va y avoir un carnage, là, ça va être démesuré. Là, démesuré. C'est fragile parce que, quand tu y penses, tous les gourous de finances personnelles là, suggèrent, qu'on parle de Tony Robbins ou de Jack Canfield ou Dave Ramsey, tout le monde dit un 3-6 mois de fonds d'urgence. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde sait que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais il n'y a personne qui le fait. Et aujourd'hui, là, ça a son sens. Les gens qui ont un 3 mois à 6 mois de fonds d'urgence en ce moment personnel, ne doivent pas stresser et ne doivent pas vivre la crise de la même façon. Là. Ils doivent la vivre un peu comme un fonctionnaire de la vie. C'est une petite pointe. Mais je pense que tout le monde le qui sont à l'écoute, inquiétez-vous pas, les fonctionnaires dans la famille aussi. Mais c'est la même chose pour les entreprises, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Les investisseurs immobiliers qui sont allés all-in, c'est correct d'aller all-in, mais all-in aveuglement, c'est toujours très dangereux. La première chose d'ailleurs qu'on enseigne en ingénierie financière, c'est toujours defense avant offense. L'ingénierie financière, c'est sexy pour augmenter nos rendements et notre profit. Puis, on sait que le profit à l'achat, pendant longtemps, a vendu l'immobilier aux gens. Puis les gens c'est ça qui les a fait, qui ont embarqué dans l'immobilier. Puis tant mieux, c'est cool. Mais avant de penser au profit, puis avant de penser au rendement, la première chose, surtout en ingénierie financière, c'est la gestion de risque. Tu en as parlé tantôt, JP. C'est la gestion de risque parce que si tu exploses ou que tu te plantes, tout le rendement que tu as fait, le profit que tu as fait, là, finalement, tu as fait 0. Tu n'en as pas fait. Là. Fait que puis c'est encore pire parce que tu l'as perdu. Fait qu'il faut que tu vives avec cette détresse émotionnelle-là de l'avoir eu et de l'avoir perdu. Je pense que c'est important. D'un point de vue angle de l'investisseur, tantôt, Sylvie, tu as mentionné de quoi d'intéressant. Je pense qu'il y a quelques écouteurs, quelques spectateurs présentement qui ont soulevé le point. Dans les stratégies d'optimisation comme investisseur, quand on regarde des projets présentement, est-ce que vous êtes d'avis, puis je sais qu'Olivier et Sylvie, vous êtes plus des optimisateurs, alors que JP, tu es plus d'un point de vue d'un promoteur, développeur d'immobilier neuf. Mais est-ce que vous changez votre perspective ou vos décisions au niveau de la qualité de la rénovation? C'est-à-dire, est-ce que l'immeuble que vous achetez qui est usagé puis qui est magané, est-ce que si les loyers sont à 600, est-ce que vous allez tenter de les remonter à 1000, 1050 comme avant? Ou peut-être un peu plus bas en mettant moins d'argent en investissement? Puis toi, Jean-Philippe, avec les immeubles neufs, est-ce que tu vas mettre autant d'emphase peut-être sur la qualité que tu mettais avant, puis peut-être en mettre un peu moins pour pouvoir offrir des logements un peu moins chers? Comment est-ce que vous lisez la situation? Puis c'est quoi votre prise de décision par rapport à ça? C'est un peu ça que je disais au départ. Ça a été ça à quoi il a fallu que je pense, parce que c'est sûr qu'on a décidé d'offrir des logements vraiment de qualité qui s'adressent à une clientèle spécifique qui est probablement plus des professionnels à l'heure actuelle. C'est sûr que ça va être plus du cas par cas. Je ne te dis pas que je ne ferai plus jamais ça, mais un peu comme JP, tu disais, c'est un panier. Puis je pense que ça vaut la peine de rentrer la diversification dans l'optimisation
Puis nous autres, oui, on fait de l'optimisation, mais je fais de l'optimisation pour détention quand même. Fait que j'ai vraiment un objectif long terme. Je veux pas me débarrasser des immeubles, au contraire, tu sais. Fait que ça renforce le choix pour moi de choisir ma clientèle puis de me positionner. Tu sais, ce que tu disais, je pense que quand on fait des erreurs de débutants, c'est souvent parce qu'on manque d'éducation puis de savoir. Puis malheureusement, il y a des étapes là-dedans. Bien souvent, on pense qu'on sait, mais on a... Non, mais c'est vrai, on a acquis un petit bout. Ouais. On est allé s'éduquer un peu, on a entendu quelqu'un parler, puis on s'est imprégné de ça. On l'a appris, puis on a oublié un bout, ça aussi. Mais c'est à ça que je veux en venir. C'est pas parce que tu as appris un bout que tu sais tout. Puis moi, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis on n'a jamais fini de polir ce qu'on est en train de faire. Puis qu'on remet constamment nos façons de faire au bat. On n'a pas le choix de faire ça. Ouais. Je pense que plus ça va, plus justement, je suis portée à prendre plus mon temps, à réfléchir un peu plus en profondeur à ce que je veux pour la suite, au lieu de me diluer un peu partout et de faire le choix de mieux maîtriser, peut-être faire un peu moins, mais avec beaucoup plus de maîtrise. Je suis pas certaine que ça va aller moins vite. Je suis pas sûre que ça ira pas où ce que je veux que ça aille. Je suis convaincue que ça va m'amener dans la bonne direction, là, tu sais. Ouais. Moi, je pense, niveau positionnement aussi, là, tu parlais justement de où est-ce qu'on allait aller scorer au niveau loyer. Je pense que nous, notre stratégie, justement, vu qu'on fait de l'optimisation, c'est d'aller se parquer un petit peu en bas du neuf, du haut de gamme, niveau prix, je parle, mais niveau qualité, que ce soit similaire. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, ça prend son sens de pourquoi on fait ça. Parce que oui, il peut y avoir une diminution un petit peu des loyers, mais je nous sens un petit peu plus... je sens qu'on est à la meilleure place un petit peu que dans le neuf. Je ne dis pas que le neuf va prendre une débarque, mais je pense que c'est un petit peu plus risqué présentement pour eux versus nous. Fait qu'à court terme, nous, on ne fait pas vraiment de différence niveau loyer qu'on va demander pour nos logements, mais c'est sûr qu'à moyen terme, on regarde un petit peu, oui, sur la qualité de ce qu'on va aller se positionner. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est sûr que ça dépend c'est quoi ton marché, tu sais. Quand tu établis vraiment bien ton marché, tu sais, il y a du 9 à 2500 à la porte, tu sais, par mois. Ça, tu sais, moi, je me positionne, moi, je suis entre 1200 et 1400 pour du haut de gamme. Puis, en vrai, notre vision d'entreprise, moi, je suis avec mes soeurs là-dedans, tu sais, puis notre vision, c'est pas nécessairement justement, c'est pas un sprint. Tu sais, puis on a l'avantage dans le neuf de pouvoir ajuster les loyers pendant 5 ans. Puis, en fait, est-ce qu'on est pour marché? On est à peu près au marché, mais en fait, on en offre un peu plus par rapport au prix de nos loyers que la compétition, tu sais. Pour pas nommer de nom, mais il y a de la compétition qui s'affiche à 1600, 1700 pour de la qualité très inférieure à ce qu'on fait pour exactement la même chose. Fait que, tu sais, puis même, ben, on a la même chose pour le même type de logement, en fait. Puis, je crois que nous, c'est comme ça qu'on se démarque. Puis tu sais, moi, on a un 8 qui était en deuxième couronne sur la Rive-Sud, puis il était loué en février, tu sais. Fait que, puis il était livrable pour le 1er juin, puis on en avait loué en décembre, parce qu'on fait des plans 3, et on en offre plus. Est-ce que vraiment je vais diminuer ça? En vrai, nous, c'est qu'on négocie beaucoup les matériaux de finition, puis tu sais, nos fournisseurs à travers ça. C'est que, en vrai, ça me coûte à peu près le même prix à quelques mille dollars près. Tu sais, sur un projet de 1,8 million, pour sauver 10 000. Tu sais, en quelque part, c'est toujours aussi, je vais sauver tout de suite pour refaire dans combien de temps? 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Tu sais, c'est un peu tout ça. Puis je pense que ça dépend où tu te positionnes au niveau de ta braquette de marché. Tu sais. Moi, je pense que quand on parle de catégorie A, tu sais, j'en fais partie. Tu sais, puis Nick, il y a une opinion sur le 9 à 4 ans. Mais moi, je pense que ceux qui sont dans les très hauts de gamme, c'est eux qui vont manger une bonne débarque. Tu sais, quand tu es quand même encore dans je vais dire, le raisonnable pour la qualité, puis tu sais, nous, notre clientèle, c'est principalement quoi? De la maman monoparentale qui vient de divorcer, qui a des bons revenus, le couple de jeunes retraités qui vend la maison puis qui veulent ils veulent avoir de quoi de clé en main, pas se casser la tête, tu sais, puis des jeunes professionnels. Ces gens-là, actuellement, ne sont pas affectés par ce qu'on vit. Tu sais, ça dépend vraiment c'est quoi ta clientèle, tu sais, ou la jeune famille, moi, qui dit, ben, regarde, moi, je n'ai pas les moyens nécessairement, ou je n'ai pas le crédit pour aller acheter une maison, mais je veux de quoi de bien, tu sais, puis on le vit aussi, puis il y a un changement démographique aussi au niveau de la culture, tu sais, les jeunes maintenant, ils ne veulent plus acheter une maison. Tu sais, moi, j'ai acheté ma maison à 23 ans. Est-ce que c'était le meilleur move financièrement? Peut-être pas. Sauf que cette maison-là, j'ai financé 3 fois pour faire des projets, par exemple. Tu sais.
Puis aujourd'hui, les jeunes, c'est plus leur but ultime. Là. Tu demandes à n'importe quel entre 20 et 30 ans, leur but, c'est pas d'acheter une maison, c'est de voyager. Mais là, est-ce qu'il va y avoir des changements à travers ça avec ce qu'on dit peut-être? Mais tu sais, non, mais il y a plein de changements qui s'amènent, on ne sait pas trop de quelle ampleur ça va prendre, mais ça reste quand même que ces gens-là, ben, l'accès au crédit est de plus en plus difficile, les taux de qualif augmentent, les RCD, RED, tous les ratios qu'il faut qu'ils respectent. Puis il y a tout ça. Ces gens-là veulent louer puis vivre dans du condo haut de gamme. Puis moi, je suis quand même pas si cher par rapport à ce que j'offre, par rapport au marché. Fait que je pense que ça dépend comment tu te positionnes. Est-ce que je vais diminuer ma qualité? Je pense pas parce qu'en vrai, j'appelle ça une économie de bout de chandelle pour qu'est-ce que je fais. Ça, des fois, je pense que ça vaut pas la peine de le faire. Puis moi, je vise le long terme. Puis en quelque part, c'est d'entretien aussi où la valeur de ton immeuble, parce qu'à long terme, elle va être meilleure. C'est ça aussi ta valeur économique de ton TGE dans le futur. Exemple, un comptoir de quartz versus un comptoir de mélamine. Pour des fois, 2000$ de différence, 3000$, ça vaut-tu vraiment la peine? Quand ton comptoir, après 5 ans, il va être pété, il va être chupé, ça va avoir l'air dégueu. Ouais. C'est la question qu'on se pose, puis ça dépend vraiment, je pense, puis c'est payant. Mais je pense que c'est vraiment un bon point que vous faites là. C'est parce que, tu sais, je dirais la première réaction, souvent, exemple, des gens, ça va être de dire, bon, mais on va peut-être investir un peu moins dans le logement qu'on va rénover ou qu'on va bâtir pour pouvoir justement se donner un peu plus de jeu sur le loyer qu'on va charger. Mais selon moi, c'est un peu, ça tombe dans la mentalité du troupeau. Tu sais, en économie, on parle souvent de la mentalité du troupeau. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est peut-être dangereux de faire ça. Puis, tu sais, nous-mêmes, dans nos immeubles, on a décidé de ne pas toucher à la qualité du tout. Plutôt, ce qu'on a décidé de faire, c'est même qualité. On essaie d'aller chercher le même loyer. On est conscient que peut-être qu'on n'ira pas chercher le même loyer ou qu'on va avoir des concessions à donner. Donc, on va avoir moins de rendement à court terme que ce qu'on allait avoir dans le monde, on va appeler ça le monde avant COVID, avant récession. Dans le temps. Dans le temps. Mais en même temps, c'est normal. Tu sais, l'immobilier, c'est cyclique, la finance, c'est cyclique. Il y a des moments dans ta carrière que tu vas faire facilement du 15, 20, 30 % de rendement. Il y a des moments où tu vas faire du 10, 12, 15, peut-être même du 8. Je pense que c'est ta capacité comme investisseur de comprendre. C'est ça que ça veut dire, peut-être d'arrêter de courir puis d'y aller un peu avec le courant puis de comprendre que, ben regarde, peut-être que là, 3 mois, on faisait du X%, puis là, ben, on accepte qu'on va en faire un peu moins parce qu'on a mieux en faire un peu moins que de ne pas en faire ou de mettre à risque tout notre rendement. Puis comme tu dis, JP, on est long terme. Fait que vu qu'on est long terme, ben, on constate aussi dans le calcul l'entretien. Tu sais, récemment, on a rénové nous autres, des logements dans un 7 logements à Sherbrooke. Tu sais, c'était un 7 logements qui était délabré complètement. C'était quasiment un crack-house avant. Là. Puis on a mis un bon 60 000 par logement. Puis, tu sais, des décisions comme est-ce qu'on y va avec un comptoir en MDF ou est-ce qu'on y va avec du quartz finalement? On aurait pu louer le même montant sans y aller avec le quartz. Le quartz nous a coûté plus cher par logement, mais on l'a fait pour le long terme. Quand on a défait les murs, on s'est rendu compte que l'immeuble n'était pas isolé. Ça a coûté 3 500 par logement pour isoler. C'était un peu une surprise. Il y a bien des investisseurs par le passé qui auraient comme fait garde. Referme ça, puis on ne touche pas à ça, puis c'est tel que tel. Mais ça dépend aussi de ta vision. Puis je pense que autant les gens qui sont dans le trouble aujourd'hui, c'est des gens justement qui ont trop une vision à court terme, que là, face à ce qu'on vit, il faut faire attention de ne pas tomber justement dans cette vision à court terme-là. Puis comme tu dis, de faire les économies de bout de chandelle, puis prendre des décisions basées sur une incertitude à court terme, puis d'essayer de garder notre perspective. Je l'ai répété à de maintes reprises dernièrement. La première chose qui part dans une crise ou dans un moment de panique ou dans un moment d'incertitude, c'est notre perspective à long terme. Puis plus qu'on est capable de la garder, plus qu'on va prendre des bonnes décisions stratégiques, puis on va être capable de comme on dit en anglais, de ride the wave, d'être capable de vraiment surfer la vague puis d'en sortir gagnant. Je pense aussi que la vision d'entreprise, c'est là qu'elle devient importante aussi, qu'elle soit déjà prédéfinie d'avance. Parce que comme nous, c'est vraiment important pour nous que les logements soient vraiment de grande qualité, mais qui restent justement abordables pour la majorité des gens. Puis on essaie toujours de réfléchir, par exemple, un 4,5 en général, il faut avoir 2 personnes dedans, chaque personne combien ça coûte. Je pense que c'est là aussi que ça va avoir un impact quand il y a, exemple, des problèmes comme une récession ou de quoi.
ceux qui font des petits logements pour une personne à des prix qui sont vraiment hors de prix, c'est souvent là que je pense que le bas va blesser. Là, moi, pour aller avec ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Là. Puis, tu sais, il y a le service. T'sais. L'immobilier, ça reste oui, c'est de l'investissement, mais ça reste, on offre des services. Tu sais, puis je vois souvent je suis sur plein de médias sociaux, puis je vois les pages, des fois je vois les commentaires, puis je me dis, my God, hein, il y a des gens qui passent complètement à côté de qu'est-ce que c'est l'immobilier. Tu sais, puis, tu sais, nous on l'établit avant de commencer, puis peut-être qu'on l'a bien fait ou on était chanceux, je ne sais pas, mais ça, à quelque part, c'est. Nous autres, on offre des cadeaux quand les gens rentrent. On les appelle à leur fête. C'est des petites affaires. Puis en bout de ligne, ça coûte une couple de mille de plus par année? Ben oui. Mais tu sais, les gens, à un moment donné, moi, j'ai pour mon dire que j'aime ça traiter les gens comme j'aimerais ça me faire traiter. T'sais. Des fois, c'est dans les petites attentions, dans les petites choses. Puis c'est comme ça que les gens vont te respecter puis vont aussi être conciliants. Nous autres, on a géré les communications depuis le début. T'sais. Quand on a eu les arrêts de construction, on a un chantier qui livrait pour le 1er juin signé, puis enfin, on livrait le 1er mai. On gérait bien les attentes, les gens étaient contents, arrivaient d'avance. Puis finalement, avec tout ce qui s'est passé, mais, le lendemain de la première annonce de Legault, il y avait une lettre qui partait pour leur dire « Hey, il y a un arrêt de chantier, on va vous tenir au courant. » C'est de gérer les communications puis de gérer les attentes des gens. On leur disait déjà qu'il va y avoir des possibles retards. Si ça continue, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'avait pas... ça changeait tellement rapidement. Ça change encore rapidement, ça peut rechanger. Je pense que c'est le fait que les gens, puis l'humain habite le vide, là. Nous, on voulait que les gens aient l'information. Puis quand ça a été repoussé, on leur envoie une autre lettre, on envoie un courriel, on leur a dit bon, mais gars, maintenant c'est officiel, il va y avoir des retards. Puis on a demandé une coopération. Tous les gens nous ont appelés, nous ont remercié, hey, merci. Puis les gens, ils comprennent ça, puis ils étaient contents. En quelque part, je pense que c'est une question de service. Si tu es toujours là pour. Moi, je réponds tout le temps au téléphone. C'est nous qui gérons nos immeubles. On répond toujours au téléphone quand il y a un problème, on va le régler. Je pense que c'est du donnant-donnant. Puis oui, il va toujours y avoir des exceptions, puis il y en a qui ne sont jamais reconnaissants. Mais en quelque part, il ne faut pas oublier ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait. Puis c'est un peu ça, pourquoi qu'on le fait. Moi, c'est ce qu'on veut faire, offrir de la qualité à un prix raisonnable, puis d'avoir des locataires de qualité, puis offrir un service, puis que ce soit des cadeaux, des attentions, des différentes choses. C'est un peu comme ça qu'on gère. Puis je pense que ça vient, les gens ils deviennent reconnaissants de ça aussi. C'est le propriétaire qui veut faire tout le temps chier tout le monde, puis je pense que c'est un peu comme, Sylvie parlait de relations avec les banquiers, c'est la même chose, tout ton réseau, ton CRM, tout ton réseau de contacts, si tu es correct avec ton monde, c'est sûr que dans le cas où ça commence à chier, mettons, avec les banques, mais peut-être que tu as toujours eu le dossier clean, tu as toujours présenté tes affaires comme il faut, tu as toujours respecté tes délais, bien, tu vas être respecté, puis tu vas avoir une réputation de quelqu'un qui est un entrepreneur, qui est un PDG d'une entreprise. C'est sûr que si tu es le premier à flaguer up ton report de paiement, puis ici, puis après ça, mais là, je vais en faire financer. Attends, là, ça ne marche pas ton affaire. Je pense que c'est une question de crédibilité, puis c'est une question de vision à long terme. Il y en a qui font de la business à court terme, puis ils font de l'argent, puis ils disparaissent. Ça dépend c'est quoi ta vision. Je pense que il y a personne qui peut contester ça. C'est une question de valeur profonde, puis de comment tu vois ta business. C'est probablement ça le plus important, c'est établir la confiance. Peu importe c'est qui gravite autour de toi, c'est là qu'il faut être. Il faut être en amont, puis encore plus quand ça ne va pas bien. Ouais. Ah, clairement. Parce que annoncer toi-même une mauvaise nouvelle en amont, ça te permet de faire du damage control, bien plus. Puis en plus de ça, tu l'as le feeling, tu finis par connaître ta clientèle. Puis c'est bien rare que les gens sont vraiment mal intentionnés. Ils sont souvent mal informés ou des fois, ils ne voient pas les trappes. Fait que si tu les aides à voir, tu vas avoir moins de problèmes. Puis le problème est beaucoup plus petit en amont que si tu laisses ça déferler. Puis là, tu vas te ramasser dans quelque chose qui est plus difficile à gérer. Mais oui, ça prend... Ils ne comprennent pas non plus l'autre réalité. Tu sais, comme il y a eu des milliers de débats sur le moratoire de capital, puis là, ou le moratoire de paiement hypothécaire. Puis là, tu as des locataires qui ont un peu pris ça. Tu sais, je pense que c'était plus des faiseux de troubles que d'autres choses. Là. Des gens qui cherchent toujours une raison de semer le chaos. Là. Mais tu sais, ben là, les propriétaires, vous avez plus besoin de payer votre hypothèque. Fait que nous, on n'a plus besoin de payer notre loyer. Je pense que c'est là, comme tu dis, Sylvie, d'être en amont. Que ce soit autant que tu es locataire avec ton banquier, avec tes associés, tu ne peux jamais assez communiquer d'avance. Puis là, d'être capable de dire, bon, ben regarde, je t'explique.
c'est pas vrai que, exemple, je n'ai pas à payer mon hypothèque. L'offre, elle est là, sauf que ça vient des coûts et des conséquences. Pour l'instant, je ne la prends pas. Ou si tu la prends, ben, d'expliquer que j'ai quand même d'autres choses à payer, des taxes municipales, scolaires, l'hydro, blablabla, un paquet de choses. Donc, ce n'est pas tout à fait la situation parce que si j'avais vraiment un congé d'hypothèque sans pénalité, sans coût, sans conséquences négatives futures, également un congé de tous mes coûts, ben oui, effectivement. Je pense que je te donnerais le loyer gratuit également. Mais là, ce n'est pas ça le cas. Puis je vais devoir le repayer. Donc, exemple, peut-être, tu as de la misère à payer ton loyer ce mois-ci. Tu penses que tu vas avoir de la misère pendant une couple de mois, ben, je peux peut-être te donner un moratoire également si j'ai le moratoire. Mais sache que tu vas devoir me le repayer également. Ça va être réamorti sur peut-être tes 9 autres mois. Tout comme moi, ça va l'être sur mon hypothèque. Puis c'est la même chose, exemple, avec ton banquier. De prendre les devants, d'appeler ton banquier et de dire écoute, je vais juste t'appeler pour te dire que je suis en très bonne santé présentement, très bonne santé financière. Je pense que le moratoire est disponible. Je vais juste te communiquer, je n'en ai pas de besoin. Je ne pense pas en avoir de besoin. Mais je vais prendre les devants, jaser avec toi. Puis également, ben, si tu sens que tu as des propriétaires ou des clients qui ont de la misère, ben, tu pourras m'en faire part parce que je suis bien positionné, moi, présentement. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main pour pas que tu te ramasses avec une dette toxique ou avec un propriétaire en défaut dans tes livres si tu as besoin de quelqu'un qui est capable de bouger rapidement. Tu imagines l'effet que ça a sur ta relation avec ton banquier? Versus tous ceux là, que dès l'annonce, là, ils ont tout appelé leur banquier. Ah, je vais prendre mon moratoire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ben là, on me l'offre, je vais le prendre. C'est là que tu vois les valeurs de l'entrepreneur aussi, là, dans le sens que, tu sais, t'es-tu quelqu'un qui veut être vraiment professionnel, sharp, puis tu sais où tu t'en vas, puis tu sais, être respecté, ou c'est ça, juste profiter tout le temps, tu sais, ou juste là pour être le gain rapide, encore une fois. Moi, j'appelle ça la mentalité du billet de loterie, tu sais, puis c'est très fort au Québec, là. Très, très, très fort au Québec. Moi, là, écoute, puis je dis pas que j'ai jamais acheté de billet de loterie, mais je me suis rendu compte que quand j'achetais un billet de loterie, là, j'étais moins résilient comme entrepreneur, j'étais moins travaillant, j'étais moins créatif. Puis vous en marquerez ça. Quand tu achètes un billet de loterie, là, le temps que tu l'achètes au tirage, là, tu tombes comme dans un mindset d'acheteur de billets de loterie. Tu deviens avare un peu, on dirait. Là, ouais, puis aussi tu deviens un peu passif parce que tu es comme ouais, mais tu sais, je vais peut-être être millionnaire, genre. T'sais. Tandis que quand tu prends l'attitude de c'est moi mon billet de loterie. C'est moi le billet de loterie. Ça ne veut pas dire que je vais gagner la loterie, mais je vais contrôler. Je sais qu'il y a des chances, qu'il y a des probabilités, mais je vais mettre le plus de chances de mon bord, puis je vais essayer de contrôler ce que je peux contrôler. J'aime mieux ça. Puis, tu sais, moi, je suis le premier à le dire. Quand quelqu'un m'offre un billet de loterie au dépanneur ou à l'épicerie, c'est correct, je n'en ai pas besoin, je suis mon billet de loterie. Puis à chaque fois, il y a toujours un petit sourire, ou des fois, tu as même des caissiers qui te regardent comme ouais, il se prend pour qui, toi? Là, tu le regardes, tu es comme, tu sais, tu as 40 ans, tu travailles au couche-tard. Peut-être que tu as un problème de mindset. Puis je ne dis pas que c'est pas bon de travailler au couche-tard. Il n'y a pas de sous-métier. Mais je parle plus de la mentalité, tu sais. Puis je pense que c'est là aussi que j'ai vu beaucoup de propriétaires d'immeubles aller prendre leur moratoire alors qu'ils n'avaient pas vraiment de besoin. Tout de suite. Parce qu'ils ont une mentalité de pauvre, finalement. Ils ont une mentalité de billet de loterie. C'est comme se faire dire qu'on est chanceux. Oui. On est chanceux. Ben oui, on est chanceux. Ultimement, oui, on est chanceux. La chance est importante dans la vie. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. La chance est importante, mais on peut augmenter les chances de notre bord. Puis je suis heureux d'être chanceux, mais j'ai augmenté les chances de mon côté d'être chanceux. The harder I work, the luckier I get. Ouais. Il y a une différence aussi, puis on le voit beaucoup au Québec, puis il y a beaucoup de jalousie. Le problème, c'est que le monde sont jaloux, mais ils sont pas prêts à faire ce que ça prend pour arriver au thé. Parce que c'est beau le Facebook, puis les belles photos devant le char, puis les ci, puis les ça. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais que les autres sont pas prêts à faire? C'est combien d'heures tu travailles par semaine? T'sais, on parlait avant le live, j'ai jamais travaillé autant, je pense, dans les 3-4 dernières semaines que j'ai travaillé dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer des affaires, je suis en train devancer des projets que j'aurais peut-être fait dans 3, 4, 5 ans. Je me disais, ben regarde, pourquoi pas tout de suite? Mais en quelque part, là,
c'est que, tu sais, il y a les gens qui sont nés millionnaires, puis il y a les gens qui vont devenir millionnaires, puis il y a une question de mindset aussi entre les deux, tu sais. Je pense qu'être millionnaire de l'esprit, ça n'a même pas rapport avec l'argent, en fait. La vérité, là, c'est que moi, j'en connais du monde qui ne sont pas millionnaires du tout, là, financièrement. Là. Mais de l'esprit, ils sont. Ils sont en contrôle de leur choix et de leur vie. Puis, tu sais, la vraie liberté, c'est ça. Tu n'es pas obligé de. Moi, je suis un tripeux de char. J'aime les chars dispendieux. J'aime ça voyager. Ma vie coûte cher. Puis, je suis heureux comme ça. Puis, j'aime ça. Puis, je m'assume. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de ça pour être heureux. Écoute, j'ai été sans-abri 2 fois dans ma vie. Puis, les 2 fois, je veux dire, je n'étais pas en train de me suicider. Là. J'étais heureux. Mais j'acceptais pas ça. Il y a des gens qui vont accepter ça, la simplicité volontaire, ces choses-là, puis c'est correct, c'est respectable. Je pense pas que c'est différent des gens qui choisissent autre chose. Puis l'important, c'est est-ce que tu es conscient de tes choix? Est-ce que tu les prends, tes choix, consciemment? Puis es-tu heureux avec ces choix-là? C'est ça la liberté. Après ça, que tu aies 1000 portes ou que tu en aies 10 ou que tu n'en aies pas. Mais tu sais, le point que je voulais apporter, c'est plus, par exemple, tu vas à la loterie. Mettons, d'un matin, je donne 10 millions à Nicolas Harry ou je donne 10 millions à quelqu'un qui est allé chercher à la loterie, qui était heureux sur l'emploi. Mais tu sais, les réactions sont moins différentes. Puis la réaction, ça dépend de ta vision, ça dépend de ton why, ça dépend de plein de trucs. T'sais. Puis en bout de ligne, là, la question que tout le monde devrait se poser, c'est en fait, c'est pourquoi tu fais toutes tes actions. T'sais. C'est un peu ce qu'on fait avec notre ami JF, là, justement. Puis à un moment donné, c'est pourquoi, tu sais. On fait, des fois, on est un peu dans le rat race, puis un peu tout le monde. Là, puis en fait on peut le mettre en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. On fait plein de comportements, on ne sait pas pourquoi on les fait. C'est carrément, tu sais, pourquoi j'irais prendre ma voiture? Moi, je travaille, j'ai 3 écrans chez nous. Pourquoi je prendrais ma voiture, j'irais me claquer le trafic à chaque jour pour aller dans une tour à bureau à regarder mon ordinateur? Parce que, tu sais, il faut qu'il y ait un changement de culture au niveau des employeurs. Pourquoi? Parce qu'on peut te vérifier. Hey, je peux quand même sur mon téléphone puis brûler du temps à job. Tu sais, à quelque part, il va y avoir des gros changements. Puis de l'autre côté, peut-être que tu le fais parce que dans ta définition de soi, ben, tu te sens plus accompli, tu te sens plus motivé de travailler, tu es plus focus. Peut-être que tu es wiré comme ça, peut-être que ton conditionnement, la manière que tu as grandi, tout le média que tu as vu, c'est correct, mais sois-en conscient, puis choisis-le. Mais fais-le pas parce que tu penses que tu es obligé de faire ça pour réussir ce que tu veux réussir. C'est là que la nuance est vraiment, vraiment importante. Puis on en jasait hier avec d'autres entrepreneurs, puis il dit éventuellement, puis c'est ce qu'on est venu comme finalité, puis c'était drôle. Là. Je pense que Jeff l'a dit hier soir aussi, mais tu sais, ça va être une punition de te faire rentrer au bureau maintenant. Là. C'est comme, OK, tu respectes pas on va te faire rentrer. Tu sais, c'est un peu ça. Puis en fait, c'est que en tant que société, des fois, on fait juste faire des comportements, puis on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait ça de même. OK, mais ça marche pas. Tu sais, des fois, puis je pense que c'est tout ce qui est organisation du travail, tout changement des comportements, il va y avoir des. En tout cas, j'ose espérer, il va y avoir des gros changements. Parce que moi, on se remet toujours en question, puis je pense que c'est pareil pour tout le monde qui est là. Tu sais, à un moment donné, mais là, 1 mois, c'était une autre stratégie. Là, 2 mois, c'était peut-être une autre stratégie. Puis, tu sais, un plan, là, on en parlait, tu sais, l'autre fois, là, des plans, j'en ai fait 252. Là. Tu sais, un plan qui est fixe, c'est pas un bon plan. Là, je veux dire, ça change tout le temps, ça change tellement vite. Puis là, encore, c'est plus vrai que jamais. Là, tu sais, actuellement, c'est complètement débile qu'est-ce qu'on vit. Là. Tu sais, sur tous les secteurs, sur toutes les industries, il va y avoir des gros changements au niveau de la gestion de risque, de tout ce qu'on fait. En fait, c'est de se poser des questions, c'est vraiment la bonne chose. Puis, tu sais, Sylvia en parlait, peut-être je vais réévaluer mes stratégies un peu, mais tu sais, puis comme conseil, quand on parlait d'investissement, moi, j'analyse toujours 3, 4, 5 scénarios, puis on t'en a parlé aussi avec Philippe Foisy, je pense, c'est de dire, s'il arrive ça, de faire des différents scénarios. Tu sais, souvent, je vois des investisseurs qui ont un scénario, puis si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, c'est de jouer avec les différents ratios, baisse tes loyers, augmente ton taux d'intérêt, regarde ton taux de vacances. Quand tu joues à 3-4 balises, si tes balises vont toutes à l'inverse, c'est un peu comme un fonds de marché neutre, c'est quasiment impossible. Tu sais. À un moment donné, c'est de jouer avec ça, puis de gérer ton risque de cette façon-là. Puis je pense qu'on va le faire plus que jamais. Puis peut-être même ceux qui le faisaient bien vont le faire encore mieux parce qu'à un moment donné, on va se dire, ouais, attends, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, qui aurait cru là, qu'on va vivre ça? Puis si tu la dernière fois, on sait, tu sais, à suivre, tu sais. Faudrait que le monde arrête de manger des chauves-souris, là. Oui, c'est ça, idéalement. Mais ça pourrait se reproduire, comme tu dis, dans le futur. Puis je pense que c'est ça, la capacité d'adaptation, c'est là que c'est le plus important en ce moment de l'avoir. Puis comme tu dis, les scénarios, là, comme des dernières semaines, combien de scénarios qu'on a refait de tous nos projets, là, tu recommences, il y a encore telle chose qui a changé, bon, OK, on va faire ça de même.
Puis il faut juste pas être justement. Des fois, je me sens girouette, mettons, de tout le temps refaire des nouveaux scénarios, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'à mesure de où les pions se placent, tu es capable de t'adapter puis d'aller sortir ton épingle du jeu. C'est drôle, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais effectivement, j'ai eu une amie qui il y a 2-3 ans, elle m'a dit, puis elle me connaît depuis longtemps, puis elle dit, tu sais, toi, Nicolas, c'est pas un entrepreneur, là, mais pas du tout. Elle dit, toi, Nicolas, ton problème, là, c'est tu valerais probablement 150, 250 millions, là, mais tu es un peu girouette, tu es tout le temps en train de changer tes affaires, tu n'es pas capable de rien laisser stable. Exemple, là, je viens de refaire au complet le certificat d'ingénierie financière chez MREX, qui a été complètement redestiné. Elle voit ça comme, tu devrais juste comme stabiliser les affaires, puis là, comme laisser ça vivre. Puis ma réponse, c'est non. Ça fait 14 ans que je suis en affaires. J'ai bâti des entreprises à succès. J'ai une influence qui a été développée, une influence positive. Puis il y a une réussite continuelle. Ça fait 14 ans que je suis en business. J'ai pas 50, là, j'ai 36. Là. Faites le calcul. Toujours été en affaires. Puis, j'ai pas toujours été chanceux. J'ai été même extrêmement malchanceux. J'étais probablement même un des hommes d'affaires les plus malchanceux qu'il n'y a pas. Puis, malgré ça, je suis encore là. Je vais être encore là dans 14 ans. Parce que, justement, comme vous dites, c'est la capacité d'adaptation. C'est la capacité aussi d'avoir une résilience. Puis, la capacité de se recréer constamment. Mais c'est le propre un peu d'un entrepreneur, de toute façon, d'être des machines à idées, de se remettre au bat, puis tout ça. Puis moi, je trouve que quand il y a une épreuve comme ce qu'on vit maintenant, ce que ça donne beaucoup de capacité d'adaptation ou du willpower à des gens qui en ont moins. Parce que bien souvent, pour les gens où on apparaît un peu girouette, ça fait mal changer ses habitudes, tu sais. C'est difficile d'aller puiser l'énergie nécessaire parce qu'il faut que tu fasses le extra mile pour y arriver. Puis bien souvent, ces gens-là vont, au nom de la stabilité, pas vouloir trop changer. En fait, la stabilité, c'est la voie de la facilité, je pense. Ça freine le progrès, bien souvent. Fait que l'épreuve, ça vient mettre du gaz un peu sur le feu, puis ça vient nous permettre d'atteindre d'autres niveaux, d'autres plateaux. Fait que je trouve que c'est probablement ce qu'il y a de positif. Faites juste regarder le parallèle dans le domaine de la santé où ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on essaie de changer des choses au niveau des hôpitaux. Tu penses qu'ils ont le choix maintenant? C'est la folie, là. Là, vraiment, je pense que tu peux avoir de l'unité, que ce soit au niveau multifamilial, hôpitaux, n'importe quoi qui demande de la gestion. Tu vas aller chercher de l'unité dans ces épreuves-là. Tu vas aller chercher aussi le beau du côté humain, je trouve. C'est clair. Il n'y a pas eu d'évolution dans l'humanité sans qu'il y ait des défis et des obstacles. Tu n'as pas le choix de passer par là, malheureusement. Ah, absolument, absolument. Il y a deux types de comportements aussi dans les obstacles. C'est ceux qui sont quand tu jettes dans l'eau, il va se noyer ou il va se débattre et il va nager jusqu'au bord. C'est un peu ça. Ceux qui sont prêts à nager puis à faire l'effort, puis des fois, tu vas prendre 2-3 gorgées, puis ça va faire mal, puis tu vas prendre une vague, puis tu vas un moteur de bateau, puis mais tu sais, je pense que c'est ceux-là qui vont, justement, c'est dans le profond de toi-même, puis des fois, c'est de sortir de la zone de confort. Comme Sylvia disait, la facilité, si c'était facile, tout le monde le fait. C'est ça aussi, là, tu sais. Écoute, je pense que ça a été... je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi high level. Je pense que ça fait du bien. J'espère que les gens qui sont à l'écoute ont trouvé ça rafraîchissant, qu'on n'aille pas dans la minutie, justement, de l'immobilier, de la transaction, puis ça, mais aller peut-être plus un peu high level. Je pense que c'est inspirant comme discussion. Je pense que c'est important aussi d'avoir des discussions comme ça en immobilier puis en affaires. Et je veux vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui avec moi, avec les gens à l'écoute. Je suis convaincu que la capacité de notre mindset puis de notre créativité comme immopreneur, comme investisseur immobilier, c'est ultimement ça qui va nous permettre de réussir dans le futur. Pour les gens, bien sûr, qui sont à l'écoute, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite bien sûr, si ce n'est pas fait, de vous inscrire au e-campus du Collège MREX à www.formationenlignemrex.com. Également, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube ou à la page Facebook, je pense que vous devez le faire. On essaie de vous partager beaucoup de contenu éducatif et inspirationnel pour vous aider comme investisseur immobilier. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée à tous.
Merci Olivier, Jean-Philippe, Sylvie. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci tout le On se monde. revoit bientôt. Merci à tous.